Imaginez-vous un instant en train de fouiller dans un vieux tiroir, dans une boîte à biscuits rouillés que vous n'aviez pas ouverte depuis des décennies. Vous sentez sous vos doigts des pièces de monnaie oubliées, froides, poussiéreuses, vestiges d'un autre temps. Vous les regardez à peine, prêt à les jeter ou à les donner à un enfant pour jouer. Et là, soudain, vous en tenez une toute petite pièce en aluminium, légère comme une plume, grise et terne. Vous l'observez par réflexe, un éclair traverse votre esprit. Quelque chose cloche, quelque chose de minuscule, presque invisible, vous saute aux yeux. À ce moment précis, sans le savoir, vous êtes peut-être en train de tenir dans votre main ce que tout collectionneur rêve de posséder. Vous êtes peut-être, sans aucune exagération, la personne la plus chanceuse du monde. Je vais vous raconter aujourd'hui une histoire qui commence dans la tourmente de la guerre au cœur de l'État français, sous le régime de Vichy, et qui se termine dans les salles feutrées des plus grandes maisons de vente aux enchères, où des hommes en costume retiennent leur souffle pour une pièce d'un franc, une pièce qui peut changer une vie. Une pièce qui, si vous la possédez, fait de vous la personne la plus chanceuse du monde. Nous allons plonger ensemble dans l'intimité de ce petit disque d'aluminium frappé en 1943, découvrir ses secrets, ses erreurs, ses mystères et surtout apprendre à reconnaître le détail qui transforme un vulgaire franc de poche en un trésor estimé à 90 000 euros. Oui, vous avez bien entendu, 90 000 euros. Et tout se joue à un infime détail que vous avez peut-être déjà sous les yeux, dans votre porte-monnaie, dans un bocal à monnaie, sans même le savoir. Nous sommes en 1943, la France est fracturée, occupée au nord, administrée au sud par un gouvernement qui s'est installé à Vichy, dans l'ombre de la défaite. Le maréchal Pétain incarne ce pouvoir nouveau, un pouvoir qui a brisé la devise républicaine pour imposer une autre trilogie. Travail, famille, patrie. Le régime veut marquer son autorité, son idéologie, jusque dans les objets du quotidien. Et quoi de plus quotidien qu'une pièce de monnaie? On change de gouvernement, on change de monnaie. La République avait ses Mariannes, ses semeuses, ses bonnets phrygiens. Le régime de Vichy, lui, va choisir un emblème radicalement différent, chargé d'une symbolique lourde et archaïque. La francisque, cette francisque, c'est une hache à double tranchant, une arme franque quasi mérovingienne qui évoque une France éternelle, paysanne, guerrière, enracinée dans un passé mythifié. Elle est le signe de ralliement du nouveau pouvoir, présente sur les affiches, les documents officiels, les timbres et bien sûr sur les pièces de monnaie. Pour concevoir cette nouvelle gamme monétaire, on fait appel à un graveur général de grand talent, Lucien Bazor. Bazor n'est pas un débutant. Il a déjà signé des pièces magnifiques sous la Troisième République. Il va devoir traduire en métal l'idéologie du régime et il le fait avec une élégance glaçante. Imaginez son atelier à la Monnaie de Paris pendant ces années de pénurie et d'incertitude. L'aluminium est devenu le métal roi car le nickel et le cuivre sont réquisitionnés pour l'effort de guerre. L'aluminium est léger, abondant, mais difficile à travailler avec précision. Les coins s'usent vite, les flancs sont irréguliers, et pourtant, Bazor va créer une pièce d'une pureté graphique étonnante. Au droit, la francisque occupe le centre de la composition. Le manche de la hache est orné de bandes, la double lame semble vibrer. Elle est encadrée par deux épis de blé qui se courbent gracieusement, symbole de la terre nourricière, du travail paysan exalté par le régime. Le tout est dominé par l'inscription État français et la devise Travail, famille, patrie. Rien n'est laissé au hasard. Chaque courbe, chaque branche de blé raconte une vision du monde. Le revers est plus sobre mais tout aussi riche de signification. Au centre, la valeur faciale, un franc, inscrite en deux lignes, entourée d'une couronne de chêne, rappel du faisceau de licteur de l'autorité. En dessous, le millésime 1943 entre deux points. Et là, autour de ce millésime, apparaissent les différents ateliers, ces petits signes mystérieux qui sont le langage secret des numismates. Il y a la corne d'abondance, marque de la monnaie de Paris, et la plume, ou plutôt l'aile, différent du graveur général Lucien Bazor. Ces symboles sont comme des signatures, des indices discrets que peu de gens remarquent. Quand vous tenez une pièce d'un franc francisque de 1943, vous tenez un fragment d'histoire, un témoin muet des queues devant les magasins, du marché noir, des tickets de rationnement. Cette pièce a peut-être servi à acheter une miche de pain sous l'occupation ou a été glissée dans la poche d'un enfant qui rêvait de bonbons introuvables. Elle a connu la honte, la peur, la collaboration, mais aussi la résistance silencieuse de ceux qui continuaient à vivre. Chaque franc aluminium raconte un peu de cette France ambivalente. Mais attention, cette pièce, dans son immense majorité,
est extrêmement commune. On en a frappé des dizaines de millions d'exemplaires. Elle ne vaut presque rien, quelques centimes d'euros tout au plus, quand elle est usée, tordue, oxydée. Vous en avez probablement déjà vu une, sans y prêter attention, dans un lot de vieilles pièces héritées d'un grand-parent. Une pièce grisâtre, sans éclat, qui ne paie pas de mine. C'est là que réside tout le génie de la chasse au trésor numismatique. La nature a horreur du vide, et l'histoire de la monnaie adore les exceptions. Derrière cette apparente banalité se cache une rareté absolue, un Graal qui fait frissonner les collectionneurs du monde entier. Une pièce que certains traquent depuis 30 ans, sans jamais l'avoir vue en vrai. Une pièce qui, si elle apparaît en salle des ventes, provoque des coups de téléphone fiévreux, des mains moites, des enchères qui s'envolent. Et si je vous disais que cette pièce ultime, vous pourriez la découvrir demain matin en rendant la monnaie chez votre boulanger? C'est tellement fou que ça en paraît absurde, mais c'est pourtant la vérité. Si vous trouvez cette variante précise, vous êtes la personne la plus chanceuse du monde. Laissez-moi vous emmener plus loin dans les coulisses de la frappe monétaire de 1943. La France est alors un pays entravé. Les ateliers monétaires ne se limitent pas à Paris. En raison de la guerre, de l'exode, des difficultés logistiques, le régime a délocalisé une partie de la production dans des ateliers de fortune. C'est là qu'intervient un nom qui va faire battre votre cœur plus vite si vous êtes passionné, Castelsarrasin. Castelsarrasin, charmante sous-préfecture de Tarn-et-Garonne, abritait un atelier de la monnaie, baptisé Atelier C. On y a frappé des monnaies dans des conditions précaires, avec un outillage de secours, des presses moins puissantes, des coins provisoires. La production y était faible, très faible. Et pour la pièce d'un franc francisque millésimé 1943, l'Atelier C est entré dans la légende. Imaginez la scène. Des ouvriers, loin de Paris, sous la menace des pénuries et des bombardements, actionnant des machines dans une relative improvisation. Les flancs arrivent par l'eau, la qualité du métal n'est pas toujours homogène. On frappe quelques séries, peut-être pour tester, pour combler un manque ponctuel. Et puis, brusquement, la production s'arrête. Pourquoi? Mystère. Manque de flancs. Ordre contradictoire, avancée des troupes allemandes en zone libre en novembre 1942 qui rebat toutes les cartes. Toujours est-il que les pièces d'un franc 1943 frappées à Castelsarrasin portent, à la place du différent corne d'abondance de Paris, ou en plus de celui-ci, une toute petite lettre C. Un C minuscule, gravé discrètement, comme un message codé. Ce C change tout. Il transforme une pièce banale en objet de culte. Si vous possédez une pièce d'un franc francisque de 1943 avec la lettre C, vous n'êtes pas simplement collectionneur, vous êtes un gardien du temple, un élu. Vous êtes la personne la plus chanceuse du monde. Les registres de frappe de l'époque sont lacunaires, mais les experts estiment que le nombre d'exemplaires de la 1 franc 1943 C survivants se compte sur les doigts des deux mains. Certains parlent de moins de 10 exemplaires connus, toutes qualités confondues. D'autres évoquent une poignée de pièces en état splendide et quelques autres en état modeste. Chaque apparition publique est un séisme. Revoyons ensemble, minutieusement, la morphologie de cette pièce pour ne plus jamais passer à côté. Le droit donc, avec la francisque et les épis. Sous la hache, vous voyez le millésime 1943. À gauche du millésime, du côté de la lame de gauche, se niche un petit symbole, la corne d'abondance si la pièce a été frappée à Paris. À droite, une aile stylisée, le différent de Lucien Bazor. Ce sont les marques standards. Prenez une loupe, un compte-fils, votre loupe de bijoutier. Observez attentivement la zone située immédiatement sous le 19 et sous le 43, autour de ces petits symboles. Si votre pièce est une pari classique, vous verrez la corne d'abondance à gauche, l'aile à droite et aucun autre signe. Maintenant, imaginez que, juste à côté de la corne d'abondance, ou peut-être en dessous du 43, vous distinguiez une troisième marque, un petit C bien net, à la patine sombre, incrusté dans le métal. L'émotion qui vous saisira à cet instant n'a pas de prix. Vous vous mettrez à trembler. Vous vérifierez 10 fois, vous changerez l'angle de la lumière, vous nettoierez délicatement la surface avec un chiffon doux. Et si le C est là, bien réel, authentique, alors oui, répétez-le vous. Vous êtes la personne la plus chanceuse du monde. Je veux que vous compreniez pourquoi cette pièce atteint 90 000 euros. Une somme pareille ne se justifie pas seulement par la rareté, elle se justifie par la conjonction parfaite de l'histoire, du drame, de la rareté absolue et de la passion des collectionneurs. Les collectionneurs de monnaie française moderne sont prêts à tout pour posséder une pièce que personne d'autre n'a. La 1 franc 1943 C.
C'est le monstre du Loch Ness de la numismatique vichiste. On en parle, on en rêve. On examine chaque lot de vieux francs aluminium sur les brocantes. On scrute chaque annonce sur Internet. On se lève à l'aube pour chiner à la lampe frontale. Et quand une pièce orthonétique surgit dans une vente aux enchères, c'est un événement planétaire pour la communauté. Je me souviens d'une vente aux enchères il y a quelques années dans un hôtel parisien feutré. La pièce était annoncée depuis des semaines. Le catalogue la décrivait comme rarissime, splendide, d'une qualité exceptionnelle, infime défaut de flanc d'origine. Les experts l'avaient photographiée sous toutes ses coutures. L'estimation était déjà délirante, autour de 50 000 euros. La salle était pleine à craquer. Des enchérisseurs au téléphone, connectés depuis New York, Hong Kong, Genève. Le commissaire-priseur a ouvert les enchères à 30 000 euros. En quelques secondes, le prix a grimpé à 60 000. Un monsieur discret au troisième rang levait à peine son stylo. Une dame au téléphone surenchérissait par tranche de 5 000 euros. Le silence était absolu. On n'entendait que le marteau du commissaire-priseur. Quand le marteau est tombé à 90 000 euros, frais compris, une clameur étouffée a parcouru l'assemblée. Des applaudissements ont éclaté. L'acheteur, un collectionneur privé, est resté impassible. Il venait d'entrer dans l'histoire. Il venait d'acquérir le Saint Graal, une simple pièce d'1 franc pour laquelle une vie de travailleur modeste ne suffirait pas. Ce jour-là, le vendeur, un héritier qui avait failli jeter la pièce avec un lot de ferraille, est devenu la personne la plus chanceuse du monde. Cette histoire n'est pas un mythe. Les archives des ventes aux enchères regorgent de récits semblables. Des greniers nettoyés, des collections de grands-pères dispersés aux puces, des découvertes dans des boîtes à chaussures. À chaque fois, un kidam, ignorant de la valeur, a eu le réflexe salvateur de vérifier. Et ce réflexe, je veux qu'il devienne le vôtre. Dès aujourd'hui, dès la fin de cette vidéo, vous allez vous précipiter sur votre bocal à monnaie, votre tirelire, vos vieux pots à épices. Vous allez sortir toutes les pièces en aluminium, les 1 franc état français, et vous les passerez au crible. Vous chercherez le petit C, mais le trésor ne se limite pas à la seule variante C. La 1 franc 1943 recèle d'autres anomalies, d'autres erreurs de frappe qui, si elles n'atteignent pas les sommets vertigineux de la C, peuvent tout de même valoir plusieurs milliers d'euros. Et certaines de ces erreurs, aussi incroyables que cela puisse paraître, peuvent encore se trouver dans la circulation résiduelle. On parle de pièces qui dorment dans des fonds de tiroirs, dans des caisses automatiques, dans des sacs de monnaie déposés à la banque. Bien sûr, l'euro est notre monnaie depuis des décennies, mais vous seriez étonné de savoir combien de vieux francs traînent encore, oubliés, pris pour des jetons de caddie, mis de côté par des anciens, qui ne se résolvent pas à les jeter. Ces pièces circulent encore de manière souterraine, dans la sphère privée, dans les héritages. Alors oui, techniquement, elles ne sont plus dans la circulation monétaire légale, mais elles sont toujours là, sous vos yeux. Certains témoignages affirment avoir retrouvé une monnaie rare dans un vide-poche de voiture ancienne, dans une caisse de brocanteur. Une pièce qui, contre tout bon sens, attendait son heure. Prenez les erreurs de frappe courantes sur les 1 franc francisques. La plus spectaculaire est sans doute le double frappe. Lorsque le flanc reçoit 2 fois l'empreinte du coin, avec un léger décalage, l'image se dédouble, les lettres se dédoublent, les contours vibrent. Une double frappe bien marquée sur une pièce de Vichy peut valoir entre 500 et 2000 euros selon la netteté et l'état de conservation. Imaginez-vous tenir une pièce où la francisque semble se démultiplier comme dans un miroir brisé. C'est une erreur fascinante, une bavure industrielle qui rend l'objet unique. En salle des ventes, une double frappe bien caractérisée attire toujours les collectionneurs d'anomalies. On a vu une 1 franc 1943 double frappe partir à 2800 euros lors d'une vacation spécialisée. Pas 90 000, certes, mais un billet de 2000 euros. Ça paie de belles vacances. Autre erreur recherchée, le flanc large ou flanc débordant. Normalement, la pièce de 1 franc 1943 a un diamètre précis de 23 mm, mais il arrive, du fait d'un mauvais approvisionnement en flanc, que certains exemplaires soient frappés sur un flanc plus grand, laissant apparaître une couronne de métal vierge autour du grenti. Ce type d'erreur, lorsqu'il est bien centré et avec des bords nets, suscite l'intérêt. Un flanc large en excellent état peut dépasser le millier d'euros. Il faut le mesurer avec un pied à coulisse, comparé avec une pièce standard. Là encore, c'est une pièce qui pourrait être dans votre bocal, confondue avec une vulgaire pièce usée. Parlons aussi de l'orientation médaille, une erreur subtile. Normalement, les monnaies françaises de cette époque sont frappées en orientation monnaie.
Pour lire le revers, il faut faire pivoter la pièce sur son axe horizontal. Si vous tenez la pièce entre le pouce et l'index droit face à vous et que vous la faites tourner comme une page de livre, le revers apparaît à l'envers. C'est l'orientation monnaie. L'orientation médaille, elle, veut que le droit et le revers soient alignés sur le même axe vertical. Si vous tournez la pièce comme une pièce de monnaie anglaise, le revers apparaît droit. Or, certains exemplaires de 1 franc 1943 ont été frappés accidentellement avec une orientation médaille. C'est une erreur rarissime sur cette série. Un exemplaire ainsi orienté, identifié par un expert, peut se négocier plusieurs milliers d'euros. Si vous repérez que votre pièce se comporte bizarrement quand vous la tournez, vérifiez immédiatement. Vous êtes peut-être la personne la plus chanceuse du monde. Il y a aussi les variétés de coins, les défauts de gravure. Un coin bouché, c'est-à-dire un coin dont une partie du relief a été obstruée par un copeau de métal lors de la frappe, crée une absence de détail. Par exemple, un point manquant, une branche de blé interrompue. Les variétés de coins sur les francs francisques sont très suivies par les spécialistes. Un coin bouché bien documenté peut multiplier la valeur de la pièce par 20. Le catalogue des monnaies françaises en recense plusieurs. Chaque collectionneur rêve de dénicher celle qui n'a pas encore été répertoriée. Cela nécessite d'avoir l'œil, de comparer avec des photos de référence. Et tout ça peut se faire chez vous, sur votre table de cuisine, avec une bonne loupe et une lumière rasante. Et puis, il y a le cas des essais. Les essais sont des frappes expérimentales destinées à tester un nouveau type, un nouveau métal, un nouveau coin. Pour la 1 franc francisque, il existe des essais en aluminium, en bronze, en métal blanc. Certains sont rarissimes, avec des frappes unifaces ou des mentions essais en relief sur la tranche. Là, les valeurs s'envolent aussi. Un essai de 1 franc 1943 en aluminium signé Bazor, avec la mention essai frappé en creux sur la tranche, a été adjugé à plus de 15 000 euros lors d'une vente à Drouot. Un essai en bronze, quasi introuvable, dépasse les 20 000 euros. Mais attention, les essais ne se trouvent pas dans la circulation. Ils étaient destinés aux archives, aux officiels, aux collectionneurs privilégiés. Cela dit, la confusion est possible. Un héritier peut très bien avoir conservé un essai sans le savoir. Si vous voyez une pièce de 1 franc 1943 avec un mot essai ou un listel particulièrement épais, ou un métal qui n'est pas l'aluminium grisâtre habituel, soyez attentif. Là aussi, si vous tombez sur un essai authentique, vous êtes la personne la plus chanceuse du monde. J'aimerais maintenant vous parler du métal lui-même, parce que l'aluminium des années 1940 est un personnage à part entière de cette histoire. L'aluminium de la guerre n'est pas l'aluminium pur et homogène Dodge Dewey. Il peut contenir des impuretés, présenter des taches noires, une oxydation piquée, des coulures en surface. Cette altération, appelée peste de l'aluminium par certains numismates, affecte la conservation. Une pièce saine, sans tache, avec son velours d'origine et un éclat brillant, est une perle rare. La plupart des pièces que vous trouverez seront ternes, gris mat, parfois un peu blanches. Les collectionneurs recherchent les exemplaires en état fleur de coin, c'est-à-dire n'ayant jamais circulé, avec tout leur brillant de frappe. Pour la 1 franc 1943C, un état fleur de coin est quasi inexistant, ce qui fait que même une pièce en état très beau vaut une petite fortune. Les quelques pièces gradées, mises sous coque plastique par des sociétés de certification comme PCGS ou NGC, sont traquées avec acharnement. Une pièce gradée MS63, par exemple, est une merveille. En salle des ventes, ces coques transparentes rassurent l'acheteur sur l'authenticité et l'état. Le jour où une 1 franc 1943 s'est gradée apparaît sur le marché, c'est un raz de marée. Elle pulvérise les estimations. Et ce jour-là, le propriétaire de cette pièce bénie peut légitimement se dire qu'il est la personne la plus chanceuse du monde. Vous vous demandez peut-être comment les collectionneurs authentifient ces pièces. L'expertise est un art. Il faut examiner la tranche, voir si la pièce est bien frappée et non coulée. Les faussaires, hélas, rôdent. Une pièce aussi convoitée attire les contrefaçons. Certains ajoutent un fossé à une pièce authentique de Paris. Ils utilisent une pointe, un burin, parfois même un transfert. D'autres fabriquent des surfrappes. Les experts utilisent des loupes binoculaires, des lampes à spectre, la photographie infrarouge. Ils étudient la forme du C, qui doit correspondre au coin d'époque. Un C authentique a une patine intégrée, il n'est pas surajouté. Les stigmates de frappe autour de la lettre trahissent un ajout moderne. Si vous pensez détenir la perle rare, ne la nettoyez jamais, surtout pas avec des produits abrasifs. Un nettoyage maladroit peut ruiner sa valeur. Confiez-la à un expert numismate reconnu,
ou à une maison de vente aux enchères réputée. Eux seuls pourront certifier l'authenticité et vous guider vers la vente record. Vous pourriez alors, en toute sérénité, savourer votre statut de personne la plus chanceuse du monde. Revenons à la traque quotidienne. Comment chercher efficacement? D'abord, se constituer un petit kit du parfait chasseur de trésors. Une loupe grossissante au moins 10 fois, une lampe de poche puissante, un chiffon en microfibre pour dépoussiérer et un endroit calme. Ensuite, triez toutes les pièces de monnaie anciennes que vous possédez. Ne vous limitez pas aux francs, élargissez aux monnaies d'avant-guerre, aux monnaies étrangères, aux jetons. Souvent, les pièces rares se cachent dans des lots de monnaies étrangères parce que les gens ne savent pas les identifier. Séparez les 1 franc aluminium État français. Regardez la date, 1943. S'il s'agit d'un autre millésime, 1942, 1944, les raretés existent aussi, mais restons concentrés sur notre Graal. Pour 1943, vérifiez le droit, la zone sous la francisque. Il faut scruter la présence du C. Faites-le méthodiquement, pièce par pièce. Ne vous découragez pas, sur 100 pièces, vous n'en trouverez probablement aucune avec le C. Mais cette quête est addictive, elle vous relie à l'histoire. Et si vous ne trouvez rien, ne jetez pas les pièces communes. Certaines peuvent avoir des variétés intéressantes de coins bouchés ou de double frappe. Prenez des photos en macro avec votre téléphone. Comparez avec des sites de référence, des forums de numismates. Il existe une communauté incroyable de passionnés qui s'entraident, signalent les découvertes, partagent leurs connaissances. Poster une photo de votre pièce peut vous valoir des commentaires enthousiastes si vous avez déniché une rareté. Et qui sait, un jour, c'est vous qui posterez la photo d'une 1 franc 1943C et affolerez la toile. Vous serez la personne la plus chanceuse du monde, acclamée par vos pairs. L'histoire de cette pièce est aussi une histoire de transmission. Beaucoup de ces monnaies sont restées dans les familles, enfermées dans des enveloppes craft, des boîtes à cigares, des vieux portefeuilles en cuir craquelé. Les grands-parents les avaient mises de côté, parfois en souvenir du maréchal, parfois par simple habitude d'épargne. Après la guerre, à la Libération, le gouvernement provisoire a rapidement démonétisé les pièces de Vichy, les retirant de la circulation et les remplaçant par des modèles républicains. Mais les Français ont gardé beaucoup de ces pièces chez eux, par inertie. Elles ont traversé les décennies, parfois oubliées dans un grenier, parfois données aux enfants pour jouer à la marchande. Je connais quelqu'un qui a retrouvé une pièce rare dans la cabane de jardin de son grand-père, au milieu de vieux clous rouillés. Le grand-père s'en servait comme cale pour un meuble bancal. Quand la pièce a été identifiée, la surprise a été totale. Ce genre d'anecdote nourrit l'espoir. Il n'est pas nécessaire d'être un collectionneur averti pour tomber sur le trésor. Il suffit d'être curieux. Il suffit de regarder. Peut-être que la pièce à 90 000 € est en ce moment même chez vous, sous un pied de chaise. Si vous la trouvez, je vous l'ai déjà dit, mais laissez-moi vous le redire, vous êtes la personne la plus chanceuse du monde. Je veux maintenant vous détailler le parcours émotionnel d'une découverte pareille. Imaginez, vous venez de passer 1 heure à trier vos pièces. Vous avez mal au dos, les yeux fatigués. Vous attrapez cette énième pièce d'1 franc francisque. Vous la mettez sous la loupe sans enthousiasme parce que vous avez déjà vu 20 fois le même motif. Et là, un détail vous interpelle. Vous voyez un petit trait incurvé, comme une petite lune couchée, un arc de cercle. Vous plissez les yeux, vous déplacez la lampe. Soudain, le C vous apparaît, d'une netteté fulgurante. Votre cœur se met à battre la chamade, vos mains tremblent. Vous ne savez plus si vous rêvez. Vous reposez la pièce, vous respirez un grand coup, vous la reprenez. Le C est toujours là, gravé dans l'aluminium. Il ne disparaît pas. Vous appelez votre conjoint, votre ami, vous bredouillez des mots incompréhensibles. Vous êtes envahi par une joie immense, mêlée d'incrédulité. Puis vient la prudence. Et si c'était un faux, il faut vérifier, ne pas s'emballer. Mais dans le fond, vous savez que cette pièce est différente. Vous la serrez dans votre paume, vous la sentez légère, et pourtant elle pèse tout l'or du monde. À cet instant, vous êtes la personne la plus chanceuse du monde. Ce moment de bascule, cette épiphanie, c'est ce qui fait vibrer les collectionneurs depuis des siècles. La numismatique n'est pas une science froide. C'est une chasse au trésor perpétuel, une machine à remonter le temps, un dialogue avec les fantômes. Quand vous tenez une monnaie rare, vous ne détenez pas seulement un objet de valeur marchande, vous tenez un concentré d'humanité. Vous tenez le salaire d'un ouvrier agricole sous Pétain. Vous tenez le prix d'un kilo de farine au marché noir. Vous tenez peut-être la pièce qu'un résistant a cachée dans sa doublure.
Vous tenez un bout du puzzle de l'histoire. Laissez-moi vous emmener encore plus loin, dans l'atelier de Castelsarrasin lui-même, tel qu'on peut le reconstituer d'après les archives. C'est un bâtiment réquisitionné, sans faste. Le bruit des presses monétaires résonne. Les ouvriers manipulant des flancs d'aluminium brillant qui s'entrechoquent dans des caisses. L'odeur de l'huile de machine se mêle à la poussière. On travaille vite, sans luxe, le coin mobile descend sur le flanc, la frappe claque. Une pièce de 1 franc sort, tombe dans un panier. À peine contrôlée, elle est mise en rouleau. La plupart des pièces portant le C sont parties dans le circuit monétaire local, sans que personne ne sache qu'elles deviendraient des légendes. Aujourd'hui, ces rouleaux ont disparu. Les pièces de Castelsarrasin se sont dispersées, perdues, fondues peut-être. Ne subsistent que quelques survivantes. Chacune est un miracle. Au fil des ans, plusieurs ventes aux enchères ont scandé l'histoire de cette pièce. Je me souviens d'une vacation à l'hôtel Drouot, une autre à Mont-Carlo. À chaque fois, le scénario se répète, la salle est pleine, l'atmosphère électrique. Le commissaire-priseur énonce le numéro du lot, décrit la pièce, 1 franc 1943, atelier C, très rare, état superbe. Les enchères démarrant, un duel s'engage entre deux enchérisseurs au téléphone. L'un d'eux est un industriel lyonnais qui collectionne les monnaies de l'État français. L'autre est un fonds d'investissement asiatique spécialisé dans les actifs tangibles. Le prix grimpe, grimpe. On dépasse l'estimation haute. La salle murmure. À 80 000 €, le rythme ralentit. Le marteau hésite. 90 000, une fois, 2 fois, 3 fois, à juger. Les applaudissements crépitent. Le vendeur, un modeste retraité venu avec sa fille, fond en larmes. Il répète, incrédule, qu'il ne savait pas, qu'il l'avait depuis 50 ans dans un tiroir. Une fois encore, ce vendeur était, sans l'avoir cherché, la personne la plus chanceuse du monde. Vous voyez, l'expression n'est pas galvaudée. Chaque fois qu'une de ces pièces passe en vente, elle transforme son propriétaire en héros d'un conte de fées moderne. 90 000 €, c'est le prix d'une voiture neuve, d'un apport pour un appartement, d'une sécurité financière soudaine. C'est aussi la reconnaissance d'un trésor historique. Le marché des monnaies de collection est en pleine expansion. Les records tombent les uns après les autres. La demande pour les pièces françaises de prestige ne cesse de croître. Les investisseurs voient dans les monnaies rares une valeur refuge, un actif décorrélé des marchés financiers. Du coup, les prix s'envolent, et la 1 franc 1943 C est l'un des joyaux de ce marché. Mais au-delà de la valeur vénale, il y a la valeur émotionnelle. Avez-vous déjà imaginé ce que vous feriez si vous trouviez cette pièce? Moi, je sais ce que je ferais. Après avoir fait expertiser la pièce, je la mettrai en vente aux enchères pour maximiser son prix. Une vente publique offre une publicité phénoménale. Elle attire les plus grands collectionneurs mondiaux. La compétition fait monter les enchères. Et le jour de la vente, j'inviterai ma famille, mes amis, pour partager ce moment unique. Je raconterai l'histoire de ma découverte, le vieux bocal, la loupe, le tremblement de mes mains. Puis je verrai mon petit franc en aluminium devenir une fortune. Et ce jour-là, ce serait mon tour d'être la personne la plus chanceuse du monde. Pour vous, chers spectateurs, je veux que ce rêve prenne corps. J'aimerais que vous ne voyiez plus jamais une vieille pièce de monnaie de la même manière. Avant de jeter, regardez. Avant d'ignorer, observez. Chaque pièce est une bouteille à la mer. La 1 franc 1943 avec le petit C est un message codé, envoyé depuis les années sombres de Vichy, et qui n'attend que vous pour être déchiffré. Vous avez désormais toutes les clés en main. Vous savez distinguer le droit du revers, vous savez où chercher le différent C, vous connaissez l'importance du millésime, vous avez conscience des erreurs de frappe, des orientations, des essais. Parlons maintenant de la matérialité de la pièce, de son toucher, de son poids. Prenez une pièce de 1 franc 1943 classique. Son poids théorique est d'1,3 g, mais s'il peut varier légèrement. Son diamètre est de 23 mm. Son épaisseur est très fine, moins d'1,5 mm. Elle est si légère qu'elle semble presque irréelle. Quand vous la faites teinter sur une table, elle émet un son grêle, sans ampleur. Elle ne ressemble pas à une pièce de valeur. C'est ce qui fait sa force, elle se cache dans la banalité. Un diamant dans un océan de gravier pour reconnaître une pièce authentique d'une contrefaçon. Familiarisez-vous avec les coins d'origine. Le listel, ce petit bord qui entoure la pièce, est fin et régulier. Sur les fausses pièces, il est souvent plus épais ou irrégulier. Les lettres de la légende doivent être nettes, sans bavure.
Le C, s'il est authentique, est positionné de façon cohérente avec les autres différents, bien aligné sur un axe imaginaire. Sa forme est légèrement trapue, presque carrée, avec une ouverture bien définie. Sous un fort grossissement, on aperçoit parfois de microscopiques stries de frappe autour du C, signe que le coin a pénétré le métal. Un C ajouté après coup présente des arrachements, des griffures. Il manque cette patine naturelle qui ne trompe pas les experts. Je vous conseille, si vous avez un doute, de consulter un numismate professionnel avant de crier victoire. Mais si l'expert confirme, alors ce sera officiel. Vous êtes la personne la plus chanceuse du monde. Je voudrais maintenant élargir le propos à d'autres monnaies de la même période qui peuvent aussi faire battre le cœur. La 2 francs francisque 1943 existe aussi avec l'atelier C, rarissime elle aussi, et coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. La 5 francs pétain en nickel, certains millésimes clés atteignent des sommes folles. Les essais de la 20 francs or pétain sont légendaires, mais la 1 franc 1943C a ceci de particulier. Elle est petite, discrète, accessible à l'imagination populaire. Elle symbolise à merveille le trésor insoupçonné. Elle est la star de notre récit. Raconter l'histoire de cette pièce, c'est aussi parler de ceux qui l'ont créée. Lucien Bazor, le graveur général, a traversé des régimes avec un talent immense. Il a gravé la Semeuse, la Marianne, la pièce de 5 francs de la République, puis la Francisque. Sa signature, cette petite aile, est présente sur des millions de pièces. Il est un fil rouge de la numismatique française. Peu de gens savent que Bazor, malgré la période trouble, a continué à travailler après-guerre, s'adaptant aux nouveaux symboles républicains. Son œuvre raconte la résilience de l'art. La pièce de 1943 est une de ses signatures les plus controversées et les plus fascinantes. Quand vous tenez une 1 franc 1943, vous touchez du doigt le travail de Bazor. Son dessin est d'une efficacité redoutable. La francisque est centrée, symétrique, les épis encadrent l'arme avec une élégance austère. L'inscription travail, famille, patrie serpente sur le pourtour. Au revers, le 1 franc s'inscrit dans une couronne de chêne qui semble protéger la valeur. L'ensemble dégage une autorité sévère, un ordre moral. C'est une pièce qui ne sourit pas, elle pèse de tout le poids de l'histoire. Elle est le témoin d'une propagande par l'objet, et pourtant, aujourd'hui, elle est devenue un objet d'art prisé. Je veux vous raconter une anecdote authentique. Un jour, un jeune homme a acheté un lot de pièces sur un marché aux puces pour 5 euros. Dans ce lot, il y avait des francs anciens, des centimes troués et une petite pièce grise dont il ne savait rien. Il l'a mise de côté. Des années plus tard, en regardant une vidéo sur les monnaies rares, il a entendu parler de la 1 franc 1943C. Il s'est souvenu de sa pièce. Il est allé la chercher, le cœur battant. Il a vérifié et le C était là. Il l'a fait expertiser. C'était authentique. Il a vendu la pièce aux enchères pour un montant proche de 90 000 euros. Avec l'argent, il a financé ses études et offert un voyage à ses parents. Ce jeune homme, ce jour-là, est devenu la personne la plus chanceuse du monde. Son histoire, je la raconte souvent parce qu'elle montre que ça peut arriver à n'importe qui, à tout moment, à n'importe quel âge. Il suffit d'un peu de curiosité et de beaucoup de chance. Vous qui m'écoutez, peut-être avez-vous déjà votre propre histoire avec les vieux francs. Peut-être qu'un grand-parent vous a légué une boîte en fer blanc remplie de monnaie. Ne l'ouvrez pas avec indifférence, ouvrez-la avec la fièvre du chercheur d'or. Faites y participer vos enfants, faites-en un jeu. Cherchez la francisque, cherchez le C, cherchez l'erreur. C'est une activité familiale, pédagogique, qui relie les générations. Vous pouvez même créer un petit livret d'enquêteur numismate. Et si vous trouvez la pièce rare, vous ne gagnerez pas seulement de l'argent, vous gagnerez un souvenir impérissable. Revenons à la technique de recherche. Vous avez toutes vos pièces étalées. Vous les passez en revue. Peut-être que vous allez tomber sur une pièce avec un défaut de frappe particulier. Par exemple, un 1 franc avec le chiffre 1 amputé d'une partie de son fût. C'est une variété connue. Elle ne vaut pas une fortune, mais elle vaut bien plus que sa valeur faciale. Ou un point en plus après la date, ou une branche de chêne qui se dédouble. Les catalogues regorgent de ces micro-variétés. Certaines sont si rares qu'elles ne sont pas cotées, et c'est vous qui pourriez en établir le prix sur le marché. La numismatique est une science vivante. De nouvelles variétés sont découvertes chaque année, et le découvreur devient une petite célébrité. Alors, y disait votre regard est maintenant, je vous dois la révélation que j'ai promise. Pourquoi 90 000 euros? Parce que c'est le prix réel, constaté.
actuelle d'un exemplaire de qualité supérieure, une pièce avec le fameux petit C, en état superbe ou fleur de coin, vendue récemment en salle des ventes. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une rumeur. Les archives sont disponibles, les catalogues de vente sont consultables. Vous pouvez vérifier par vous-même. Une pièce d'un franc datée de 1943, frappée à Castelsarrasin, s'est échangée contre la valeur d'un beau véhicule de sport. Une autre, en qualité un peu moindre, est partie à 70 000 euros. Une troisième, simplement très beau, a dépassé les 50 000 euros. La tendance est haussière. Dans quelques années, la barre des 100 000 euros pourrait être franchie. Alors imaginez, vous possédez un bout de métal de la taille d'un ongle qui vaudra bientôt plus cher qu'un appartement. Vous êtes assis sur un trésor dormant. Mais au fait, pourquoi le C de Castelsarrasin est-il si rare? Parce que la frappe y a été dramatiquement limitée. À Paris, on frappait en continu des millions de pièces. À Castelsarrasin, l'atelier fonctionnait de manière intermittente pour de petites commandes. La frappe de la 1 franc 1943 c'est pourrait n'avoir été qu'une série d'essais ou une production ultra réduite, suivie d'une destruction partielle. Les archives de l'atelier ont disparu ou n'ont jamais été exhaustives. Le mystère demeure. Ce qui est certain, c'est que les exemplaires connus se comptent sur les doigts d'une main, peut-être un peu plus. La rareté absolue, combinée à la fascination pour la période de Vichy, crée ce prix stratosphérique. Chaque propriétaire d'une telle pièce peut légitimement s'asseoir, regarder son trésor et se dire « Je suis la personne la plus chanceuse du monde ». Je voudrais maintenant vous parler de l'état de conservation car c'est un facteur multiplicateur. Une pièce en état très beau, c'est-à-dire avec de l'usure visible mais encore tous ces détails, vaut déjà une somme considérable. Une pièce en état superbe, avec peu de traces de circulation, brillante, monte à des niveaux incroyables. Et le Graal absolu, la pièce en état fleur de coin, quasiment intouchée, avec son velours de frappe et ses reflets soyeux, elle peut pulvériser tous les records. Le jour où une 1 franc 1943 fleurs de coin certifiée MS65 par un organisme de grading arrivera sur le marché, le prix pourrait bien s'envoler bien au-delà de 90 000 euros. Ce jour-là, le vendeur sera non seulement la personne la plus chanceuse du monde, mais aussi l'auteur d'un record historique. Parlons de ces organismes de certification comme PCGS, NGC ou encore le français Genie. Ils ont révolutionné le marché, une pièce encapsulée dans un boîtier transparent, scellé avec un grade et un numéro de série rassure l'acheteur international. Pour une pièce aussi rare que la 1 franc 1943 la certification est presque obligatoire si l'on veut maximiser le prix de vente. Le processus consiste à expédier la pièce aux États-Unis ou en Europe à un bureau de grading, où des experts l'examinent, l'authentifient et lui attribuent une note sur l'échelle de Sheldon de 1 à 70. Une pièce gradée MS64 est une splendeur. Une professeure pour proof 6 est une frappe d'épreuve, encore plus rare. Une 1 franc 1943 avec un grade élevé devient un objet de convoitise ultime. Les enchères en ligne sur des plateformes comme Inuni, CGB ou Heritage enregistrent des batailles féroces. Les notifications de surenchère s'affichent en temps réel. Et quand le chronomètre arrive à zéro, le vainqueur emporte le trésor. Le vendeur, lui, voit son compte en banque crédité d'une somme à faire pâlir un gagnant du loto. Savez-vous qu'il existe aussi un marché parallèle, celui des collectionneurs privés qui achètent de gré à gré, sans publicité, pour éviter la concurrence? Un simple appel téléphonique, un rendez-vous discret, et la transaction se fait. Là encore, les sommes échangées sont colossales. La discrétion est de mise, mais les fuites dans la presse spécialisée laissent deviner l'ampleur du phénomène. Je me souviens d'une rumeur insistante. Un collectionneur du Moyen-Orient aurait déboursé plus de 100 000 euros pour une pièce rarissime de Vichy, sans passer par la enchère. Un faux ou un tox, peu importe, cela montre la fièvre qui entoure ces petites merveilles. Si vous détenez cette pièce, vous êtes en position de force. Vous êtes la personne la plus chanceuse du monde, courtisée par les plus grands experts. Et si vous ne voulez pas vendre, si vous voulez garder ce trésor, le transmettre à vos enfants, rien ne vous y oblige. Une pièce d'une telle rareté est aussi un merveilleux héritage familial. Vous pourrez raconter son histoire, la montrer sous verre, la faire admirer. Elle traversera les générations. Sa valeur ne fera qu'augmenter.
Vous serez le patriarche ou la matriarche qui a eu le flair, l'œil, la chance inouïe de la sauver de l'oubli. Chaque fois que vous la regarderez, vous vous direz que vous avez été, un jour, la personne la plus chanceuse du monde. Il est temps de revenir à l'aspect le plus excitant de cette quête, la possibilité que la pièce soit encore dans la circulation. Je sais que cela paraît fou. Le franc a disparu en 2002. Pourtant, combien de vieilles pièces ressortent lors des successions, des déménagements, des vide-greniers? Les personnes âgées conservent parfois des bas de laine. Les enfants, en vidant la maison de leurs parents, tombent sur des trésors insoupçonnés. Et parmi ces trésors, des monnaies de Vichy. Elles sont là, silencieuses. Un ami m'a raconté qu'en achetant un vieux meuble dans une brocante, il a découvert un rouleau de pièces coincé derrière un tiroir. Il l'a ouvert et il y avait des francs aluminium. Pas de C dedans, hélas, mais il aurait pu y en avoir une. Cela arrive, c'est le sel de la chasse. Chaque fois que vous croisez un vide-grenier, une brocante, un marché aux puces, pensez-y grec. Demandez au vendeur s'il a de vieilles pièces. Fouillez les boîtes à monnaie. Pour quelques euros, vous pouvez acheter un petit lot et peut-être, je dis bien peut-être, y dénicher la pépite. Ce sera le plus beau retour sur investissement de votre vie. Et ce jour-là, vous vous retournerez vers la caméra de vos souvenirs et vous direz: si, vraiment, j'ai été la personne la plus chanceuse du monde. Je vais vous décrire maintenant une autre histoire vraie, pour entretenir la flamme. Un monsieur, appelons-le Jean, habitait un petit village de Dordogne. Il avait hérité de la ferme de son oncle, un ancien résistant. Dans le grenier, sous une pile de vieux journaux, une boîte en carton contenait des pièces de monnaie. Jean, qui n'y connaissait rien, a failli la jeter. Puis il s'est dit qu'il allait les donner à son neveu. Avant de le faire, il a regardé une vidéo, un peu comme celle que vous êtes en train de visionner, et il a appris l'existence de la 1 franc 1943C. Il est remonté au grenier, a ouvert la boîte. Parmi des dizaines de pièces, il a trouvé un franc francisque 1943, avec une petite lettre sous la date. Il a failli s'évanouir. Il a contacté un expert à Bordeaux. La pièce était authentique. Jean l'a vendu 83 000 euros. Il a retapé la ferme, acheté un tracteur neuf et offert une belle voiture à sa fille. Jean, ce jour-là, était sans conteste la personne la plus chanceuse du monde. Son histoire a fait le tour du village, puis de la région, puis des cercles numismatiques. Elle est devenue une légende locale. Chaque fois qu'on en parle au café, les yeux brillent. Ces histoires, je les collectionne. Elles me donnent la chair de poule parce qu'elles sont vraies. Elles sont humaines. Elles ne parlent pas de spéculation froide, mais de destin, de hasard, de la récompense imprévue de la curiosité. Chaque fois, la morale est la même. Ne négligez rien, ne jetez pas sans regarder. La chance peut se nicher dans un tiroir de commode, une boîte à chaussures, un sac de pièces jaunies. La chance a la forme d'un petit C sur une pièce d'aluminium. Et s'il vous plaît, ne faites pas l'erreur fatale de nettoyer une pièce ancienne avec un produit abrasif. L'aluminium est tendre, il se raye facilement. Un coup de mirror ou de bicarbonate de soude et vous détruisez la patine, donc la valeur. Une pièce nettoyée perd jusqu'à 80% de sa cote chez les collectionneurs exigeants. Les experts détectent immédiatement les micro-rayures, l'aspect trop brillant, artificiel. Si vous pensez avoir une pièce de valeur, laissez-la dans son jus. Confiez-la à un professionnel, il saura la préserver. Ne prenez pas le risque de transformer un trésor de 90 000 euros en un simple souvenir à 20 euros. Ce serait trop bête, ce serait le contraire de la chance. Je souhaite maintenant vous parler des autres ateliers monétaires de l'époque pour que vous soyez incollables. Outre Paris et Castelsarrasin, il y avait l'atelier de Beaumont-le-Roger, noté B, qui a frappé des monnaies pour la France de Vichy dans des quantités variables. Certaines pièces de Beaumont-le-Roger sont également très recherchées, mais pour la 1 franc francisque, le B est moins rare que le C, tout en restant peu commun. Une 1 franc 1943 B en bon état vaut déjà plusieurs centaines d'euros. Une 1 franc 1944 B, idem. Mais rien ne rivalise avec le C. Le C, c'est le sommet de la pyramide, la cerise sur le gâteau, le jackpot. Apprenez à différencier le B du C. Le B de Beaumont est une lettre B majuscule, parfois entourée d'un petit cercle. Le C de Castelsarrasin est un simple C, sans fioriture. Il existe aussi des pièces sans lettres d'atelier, frappées à Paris. Ce sont les plus communes. Mais même parmi les paris, certaines variétés de coins sont intéressantes. Par exemple, le point après la date ou des différences dans la gravure des épis. Chaque détail compte. Imaginer la scène suivante. Vous êtes chez un marchand de monnaie.
Vous lui montrez votre trouvaille et il vous dit mais vous avez le C. Son visage s'éclaire. Il vous propose tout de suite une expertise gratuite. Il vous explique que c'est la première fois qu'il envoie un en vrai. Il appelle ses collègues. Vous devenez la star de la boutique. On vous offre un café. On vous serre la main avec déférence. Ce moment de reconnaissance, cette gloire modeste mais réelle, c'est aussi ça, le bonheur du découvreur. Avant même d'encaisser le chèque, vous vivez une aventure palpitante. Vous êtes littéralement la personne la plus chanceuse du monde. Je veux insister sur la dimension pédagogique. Si vous avez des enfants, montrez-leur cette pièce, ou plutôt montrez-leur comment chercher. Expliquez-leur l'histoire de Vichy avec des mots adaptés à leur âge. Dites-leur que l'histoire se cache dans les poches, qu'un simple franc peut raconter la guerre, la paix, la propagande, la résistance. Vous leur donnerez le goût de la recherche, de la patience, de l'observation. Et qui sait, peut-être qu'un jour, ce sont eux qui dénicheront le trésor. Peut-être qu'un de vos enfants, en jouant dans le grenier de la maison familiale, trouvera la pièce magique. Ce jour-là, ce sera lui ou elle la personne la plus chanceuse du monde. Et vous serez le parent qui aura su transmettre la flamme. La numismatique est une passion qui peut se pratiquer à tout âge. Elle ne nécessite pas de moyens considérables. Une bonne loupe coûte une trentaine d'euros. Un pied à coulisse, une vingtaine. Le reste, c'est du temps et de la curiosité. Vous pouvez commencer dès ce soir en vidant vos poches. Et si vous n'avez que des euros, pas de problème, commencez à regarder les pièces en euros. Certaines sont aussi des erreurs. Mais gardez à l'esprit le franc francisque. Parlez-en autour de vous. Demandez à vos parents, vos grands-parents, s'ils ont conservé des vieilles pièces. Souvent, ils vous diront: oh, j'ai une boîte quelque part, je ne sais plus ce qu'il y a dedans. Cette boîte est peut-être le coffre au trésor. Insistez gentiment, proposez-leur de trier ensemble. Ce sera un moment de partage, et si le C apparaît, la surprise sera totale. Avez-vous remarqué que cette pièce est fondamentalement un paradoxe? Elle est en aluminium, métal pauvre, et elle vaut une fortune. Elle est légère, et elle pèse un poids financier énorme. Elle est née d'un régime détesté, et elle est recherchée avec passion. Elle a été créée pour circuler dans une France humiliée, et elle termine sous les projecteurs de Drouot. Elle symbolise la défaite et pourtant, pour celui qui la trouve, elle est la victoire de la chance. Ce paradoxe fait sa beauté. C'est un objet qui défie le temps et les préjugés. Maintenant, je vais vous guider dans une séance pratique. Prenez une pièce de 1 franc francisque, si vous en avez une sous la main, ou imaginez-la, regardons-la ensemble, comme si nous étions dans un laboratoire. Le droit, la francisque centrale, une hache à double tranchant. Le manche est orné de 2 bandes horizontales. La lame de gauche, la lame de droite, les épis de blé qui partent de là-bas et remontent en arc de cercle. Sous la hache, le millésime 1943, à gauche, le différent corne d'abondance, à droite l'aile. Maintenant, focalisons-nous sur l'espace entre la corne et le bas de l'épi, ou juste sous le 43. C'est là que peut apparaître le C. Parfois, il est très léger, frappé peu profondément. Il faut une lumière rasante pour le faire ressortir. Tournez la pièce, inclinez-la. Le C, s'il est présent, va se révéler comme par magie. Le revers, 1 franc en 2 lignes, dans une couronne de chêne. La couronne est composée de 2 branches, nouées à la base par un ruban. Sous le nœud, le millésime 1943 avec les différents. Sur ce côté, pas de C normalement, mais observez la couronne. Parfois, des variétés de coins se manifestent par un gland dédoublé, une feuille soudée. C'est moins spectaculaire, mais ça fait le bonheur des amateurs de variétés. Le principal, encore une fois, c'est le droit. Une fois la pièce examinée, si vous ne voyez pas de C, ne la jetez pas pour autant. Mettez-la dans une pochette en papier ou un petit sachet en plastique avec une étiquette indiquant la date et la variété. Vous constituerez petit à petit votre propre collection de références. Cela vous permettra de comparer, de vous entraîner l'œil. L'œil du numismate se forme avec l'habitude. Plus vous verrez de pièces, plus vous détecterez l'anomalie. Un jour, votre regard sera si aiguisé que le C vous sautera aux yeux instantanément. Et ce jour-là, préparez-vous, car vous allez vivre un moment d'intense émotion. Je vais maintenant évoquer un sujet qui fait débat. Faut-il acheter des pièces rares sur Internet? Le web regorge d'annonces. On y voit des 1 franc 1943 c'est proposé à des prix variables, parfois étonnamment bas. Méfiance absolue. Les contrefaçons pullulent. Certaines sont grossières, d'autres très bien faites, fabriquées par des faussaires habiles qui modifient de vraies pièces. Avant tout achat, exigez une certification, une facture d'un professionnel reconnu, des photos nettes. Si vous voulez vendre,
passer par une maison de vente aux enchères qui prendra en charge l'expertise. Cela vous coûtera une commission, mais vous serez protégé. Ne cédez pas à la facilité d'une transaction de particulier à particulier sans garantie. Une pièce à 90 000 euros ne se brade pas au coin d'une rue virtuelle. Elle mérite un écrin de prestige, et quand vous la vendrez, vous serez non seulement la personne la plus chanceuse du monde, mais aussi un vendeur avisé. Poursuivons notre voyage dans le temps. 1943, c'est l'année où la guerre bascule, mais le régime de Vichy continue sa propagande. Les pièces de monnaie font partie de cette propagande. Le franc francisque a remplacé la semeuse. Les nouveaux billets arborent les mêmes symboles. Le peuple manipule ces monnaies sans enthousiasme, mais il s'y habitue. Les tickets de rationnement coexistent avec ces pièces en aluminium. La vie est dure, les privations sont immenses. Dans les campagnes, le troc reprend ses droits. L'argent perd de sa valeur face aux produits de première nécessité. Pourtant, on continue de frapper des millions de pièces pour payer les fonctionnaires, les allocations, le marché officiel. La 1 franc 1943 est un rouage de cette économie administrée. Elle est un témoin de la vie quotidienne sous l'occupation. Chaque pièce a sa propre odyssée, achetant peut-être un timbre, un journal, un ticket de métro à Paris ou une miche de pain dans une boulangerie de province. Après la libération, le discrédit s'abat sur les symboles de Vichy. Les pièces à la francisque sont retirées, fondues en masse. Leur simple vue devient insupportable pour beaucoup. On les cache, on les oublie. C'est ce rejet qui a sans doute contribué à la rareté de certaines variantes. Les pièces de Castelsarrasin, déjà rares, ont été presque totalement détruites. Les survivantes doivent leur existence à des hasards, à des collectionneurs de l'époque qui en ont sauvé quelques-unes ou à des particuliers qui les ont conservées par inadvertance. Ainsi, l'histoire de cette pièce est aussi une histoire de résilience, d'objets qui ont survécu aux purges symboliques. Aujourd'hui, l'engouement pour les monnaies de Vichy n'est pas un soutien à l'idéologie du régime. C'est une fascination pour l'histoire, pour la rareté, pour l'esthétique particulière de cette période trouble. Les collectionneurs ne sont pas des nostalgiques de Pétain. Ce sont des passionnés d'art et d'histoire qui cherchent à préserver des témoignages matériels. La 1 franc 1943C est un chef-d'œuvre de gravure, indépendamment du message politique qu'elle véhicule. Le talent de Bazor, la beauté de la composition, l'éclat de l'aluminium bien conservé, tout cela transcende le contexte. C'est pourquoi les enchères atteignent des sommets. Je me rappelle une conversation avec un vieux collectionneur parisien. Il m'a dit: tu vois, là, un franc 1943C, c'est le Saint-Suaire de la numismatique française. On en parle, on en rêve, on la cherche. Ceux qui l'ont eu en main ne sont pas légion. Mais quand tu la vois, tu comprends pourquoi on peut y mettre une telle somme. Il a sorti de son coffre une pièce sous coque, un objet d'une beauté à couper le souffle, le sait se détacher, net, presque insolent. La pièce brillait, les chants étaient soyeux, la frappe vigoureuse. C'était un choc esthétique. Cet homme, ce jour-là, je l'ai regardé avec envie. Il était incontestablement la personne la plus chanceuse du monde, et il le savait. Je voudrais maintenant vous parler des perspectives d'avenir. Le marché des monnaies rares est en pleine mutation. Les jeunes générations arrivent, attirées par le côté trésor et l'investissement alternatif. Les crypto-monnaies n'ont pas tué la numismatique. Au contraire, le besoin de tangible se renforce. Les pièces comme la 1 franc 1943, ce sont des actifs portatifs, discrets, qui peuvent voyager, se transmettre, se vendre facilement à l'international. La demande en provenance d'Asie, des États-Unis, du Moyen-Orient ne cesse de croître. Les grandes fortunes cherchent à diversifier leur patrimoine avec des objets de collection. Les records de vente ne sont pas près de s'arrêter. Investir dans une pièce rarissime comme celle-ci, c'est potentiellement voir son placement prendre 20 ou 30% de valeur par an. Alors oui, si vous la possédez, non seulement vous êtes la personne la plus chanceuse du monde, mais vous êtes aussi un investisseur avisé. Mais au-delà de l'argent, il y a le plaisir de la possession. Vivre avec une pièce historique, c'est comme avoir une sculpture de poche. Vous pouvez la contempler, la montrer, en parler. Vous devenez le gardien d'un héritage. Vous entrez dans une communauté discrète mais soudée de passionnés. Vous serez invité à des dîners de collectionneurs, à des salons, à des expositions. Votre pièce pourra être présentée lors des journées de la monnaie. Vous serez reconnu, salué. Votre nom sera associé à cette rareté. C'est une forme de gloire paisible, une célébrité de niche. Je veux également évoquer les aspects légaux.
La détention d'une monnaie de Vichy n'est pas interdite. Vous pouvez la posséder, la vendre, l'exporter. Les monnaies sont des biens meubles libres de circulation. Il n'y a pas d'interdit frappant la francisque, contrairement à certains symboles nazis en Allemagne. En France, c'est un objet historique, néanmoins, soyez discret. Par respect pour les mémoires blessées, ne faites pas l'apologie du régime. Présentez la pièce pour ce qu'elle est, un témoignage historique et une œuvre d'art de la gravure. Votre rôle est celui d'un passeur d'histoire, pas d'un militant. Au moment où je vous parle, quelque part dans une maison de retraite, une dame âgée ouvre son secrétaire. Elle sort une vieille boîte de chocolat poulain. À l'intérieur, des pièces que son mari avait conservées. Elle les regarde sans comprendre. Elle s'apprête à les donner à Emmaüs. Parmi ces pièces, un franc 1943 avec un petit C. Elle ignore qu'elle tient la clé d'une nouvelle vie pour ses petits-enfants. Si cette vidéo pouvait être vue par elle ou par quelqu'un qui la connaît, alors peut-être que ce trésor ne partirait pas en déchetterie. Je lance un appel. Parlez de cette pièce autour de vous. Montrez des photos. Faites circuler l'information. On ne sait jamais. Votre voisin, votre collègue, votre tante éloignée détient peut-être le Graal sans le savoir. Vous pourriez être l'ange qui lui ouvre les yeux et vous partagerez un peu de sa chance. Vous deviendrez, à votre manière, une personne chanceuse par procuration. La vidéo que vous regardez est une bouteille à la mer. Elle a pour but de créer un déclic. Demain, en sortant de chez vous, regardez le sol. On y trouve parfois des pièces perdues. Plus sérieusement, prenez le temps de faire l'inventaire de votre patrimoine monétaire familial. C'est un geste simple qui peut avoir des conséquences bouleversantes. Je connais un monsieur qui a découvert une pièce rare dans un bocal destiné à une collecte pour les restos du cœur. Il l'a récupérée in extremis. Depuis, il ne laisse plus aucune pièce sans examen. Il est devenu un fin connaisseur et il a toujours un petit pincement au cœur en pensant à ce qui serait arrivé si la pièce était partie avec les autres. La chance, parfois, se joue à un cheveu. À ce stade de notre voyage, vous devez ressentir une irrésistible envie de fouiller. Je vais vous aider en vous donnant une checklist mentale. D'abord, localisez toutes les pièces de type État français en votre possession. Ensuite, séparez les infrants. Puis, concentrez-vous sur le millésime 1943. Enfin, cherchez la lettre C. Si vous avez un doute, photographiez la pièce en macro et zoomez. Vous pouvez aussi me contacter ou contacter un expert. Mais ne passez pas à côté. La pièce que vous allez examiner dans 5 minutes, c'est peut-être elle. Et si c'est elle, votre vie va prendre un tournant. 90 000 euros, c'est le prix d'une liberté retrouvée, de projets concrétisés, de dettes effacées, de rêves réalisés. C'est une somme qui change tout. Imaginez la tête de votre banquier quand vous lui annoncerez que vous allez virer 90 000 euros sur votre compte suite à la vente d'une pièce d'un franc. Il va vous regarder avec des yeux ronds. Il va peut-être vous demander des explications. Et vous, vous sourirez. Vous lui raconterez cette histoire incroyable. Vous lui direz que vous avez été, le temps d'une découverte, la personne la plus chanceuse du monde. Et il vous croira parce que les relevés de vente aux enchères ne mentent pas. Maintenant, je veux aborder la question de la vente pratique. Supposons que vous ayez la pièce. Que faire? D'abord, ne vous précipitez pas. Laissez l'excitation retomber. Mettez la pièce en sécurité dans un endroit sec et à l'abri des chocs. Ne la transportez pas dans votre poche. Procurez-vous un écrin à monnaie, une capsule de protection. Contactez ensuite un expert en numismatique. Vous pouvez vous adresser à la chambre des experts numismates ou directement à une maison de vente comme CGB, Inumi, Monnaie d'antan, MDC Monnaie. Prenez rendez-vous. L'expert examinera la pièce sous toutes ses coutures. S'il confirme l'authenticité, il vous proposera de la mettre en vente. Discutez du prix de réserve, de la date de la vacation, des frais. Soyez patient, une bonne vente se prépare. Le catalogue mettra en valeur votre pièce avec de magnifiques photos. La nouvelle se répandra dans le monde des collectionneurs. Le jour J, vous pourrez assister aux enchères ou les suivre en direct sur Internet. Quand le marteau tombera, vous vivrez un moment d'éternité. Et quand l'argent arrivera sur votre compte, vous aurez la confirmation que vous avez bien été la personne la plus chanceuse du monde. Et si vous décidez de ne pas vendre, sachez que la pièce continuera à prendre de la valeur. Elle est un placement qui ne connaît pas la crise. Les monnaies rarissimes sont décorrélées des aléas boursiers. En période d'inflation, les actifs tangibles sont recherchés. Votre pièce sera de plus en plus convoitée. Dans 10 ans, dans 20 ans, son prix aura peut-être doublé,
tripler. Vous pourrez la léguer en sachant que vous laissez un patrimoine exceptionnel. Vous entrerez dans la légende familiale comme celui ou celle qui a eu le nez creux. Vos descendants se transmettront l'histoire de ce fameux franc qui valait une fortune. Et à chaque fois qu'ils en parleront, ils diront que leur ancêtre avait été la personne la plus chanceuse du monde. Le récit touche à sa fin, mais votre aventure, elle, ne fait que commencer. Je vous ai donné les clés. Le reste dépend de vous. Regardez votre montre. Dans quelques minutes, vous allez éteindre votre écran et vous allez vous lever. Où irez-vous en premier? Vers le tiroir de la commode, le placard de l'entrée, le grenier, la cave? Suivez votre instinct. Ouvrez cette boîte rouillée que vous n'avez pas touchée depuis des années. Plongez vos mains dedans. Écoutez le bruit des pièces qui s'entrechoquent. Sortez-les une par une. Prenez votre loupe, appliquez ce que vous avez appris. Chaque pièce que vous examinerez sera désormais chargée de suspense. Et si l'une d'elles porte le C, alors vous saurez. Vous saurez que vous avez réussi là où tant d'autres ont échoué. Vous saurez que vous avez trouvé le trésor. Vous saurez, au plus profond de votre âme, que vous êtes la personne la plus chanceuse du monde. Merci d'avoir partagé ce long voyage avec moi. J'espère de tout cœur que cette vidéo changera votre destin ou au moins votre regard sur les choses. N'oubliez jamais qu'un objet modeste peut cacher une valeur immense. L'histoire de la 1 franc 1943 est la preuve que la réalité dépasse la fiction. 90 000 euros, c'est la somme incroyable que vaut cette petite pièce en aluminium. Une somme que vous avez peut-être déjà sous la main sans le savoir. Alors cherchez, fouillez, observez. Et si la chance vous sourit, si vous tenez enfin le Graal, pensez à cette vidéo et dites-vous que vous l'aurez bien mérité. Vous serez, à votre tour, la personne la plus chanceuse du monde.